Tous les jours, nous sommes soumis à un Niagara total d'informations de toutes sortes, des événements, des scandales, des peurs, la prochaine pandémie, la précédente pandémie, le réchauffement climatique qui va tous nous tuer, le froid qui bloque les voitures, les trains, les routes, la chaleur qui bloque les voitures, les trains, les routes. Entre les peurs, les scandales, les émotions, nous recevons tous les jours un Niagara total qui est là pour nous empêcher de penser. Alors bien sûr, on peut penser que c'est le fruit de la technologie qui fait qu'aujourd'hui, on sait en temps réel tout ce qui se passe partout, et donc, naturellement, on a envie de nous faire tout connaître. Non, parce qu'on ne pourrait pas nous faire tout connaître. Non, on nous envoie une quantité massive d'informations dans le but de nous empêcher de penser. Alors, on peut dire, mais encore un complot. Pas du tout. Ça s'appelle McKinsey, ça s'appelle d'autres noms, ce sont des consultants qui sont payés très cher avec nos impôts et qui travaillent toute l'année à essayer de voir comment augmenter l'acceptabilité des décisions politiques difficiles. Par décisions politiques difficiles, vous devez comprendre décisions politiques qui conduisent à prendre l'argent des pauvres pour le donner aux riches. Voilà. Alors ensuite, il y a des modalités. Mais globalement, comment faire que la population accepte de jouer à Robin des Bois à l'envers toute l'année? Et alors, il y a tout un travail sur l'acceptation, l'acceptabilité, sur l'obéissance des populations. Donc, c'est un cocktail entre la peur, les émotions et l'indignation. Un philosophe allemand qui s'appelle Peter Sloterdijk s'est intéressé à comprendre comment ça fonctionne. Parce que vous avez nos impôts qui payent les consultants qui fabriquent ce produit, puis vous avez nos impôts qui payent les universités, qui payent des universitaires pour comprendre ce que font les consultants. Vous voyez qu'il y a quand même une justice en ce bas monde. Et Peter Sloterdijk dit que la façon de rendre la société obéissante, c'est de lui proposer chaque jour, et de préférence chaque soir à 20h à la télévision ou sur les chaînes d'information, un bouquet d'indignation. Il s'agit de s'indigner. On s'indigne du meurtre de la petite Alice. On s'indigne du fait qu'il y a des dealers à Marseille qui empêchent les gens d'Orange d'aller à leur bureau. On s'indigne du fait que la drogue a tué tant de personnes dans le monde. On s'indigne du fait qu'un avion est tombé. On s'indigne du fait que des gens étaient dans l'avion qui sont tombés. Et on est dans l'indignation, on peut être aussi dans la compassion, on est dans l'émotion à plein temps et surtout dans l'indignation. Alors Peter Sloterdijk explique que chaque jour, les compagnies de télévision font des études à 20h50 ou à 21h en demandant aux gens de quoi on a parlé aujourd'hui, dont il vous intéresserait qu'on reparle demain en disant un peu plus. Et de quoi a-t-on parlé aujourd'hui dont vous pensez qu'on en a assez parlé? C'est-à-dire, quelle indignation commence à vous fatiguer et quelle indignation peut revenir demain avec un peu plus d'indignation encore? Et évidemment, les chaînes, elles font ce que disent les personnes consultées. Les indignations qui marchent bien, elles reviennent le lendemain. Les indignations qui marchent plus, elles tombent. Non. Pourquoi tout ça? Parce que si vous avez chaque jour un bouquet d'indignation constamment renouvelé, eh bien, vous n'avez plus la capacité de regarder en face où est le cœur du problème. Où sont les donneurs d'ordre finaux? Qui décide de quoi et à quel endroit agir pour que ça change, pour que ça bouge ou pour que ça cesse? Et l'affaire est bien construite. Et l'affaire Epstein, elle entre exactement
dans ce dispositif-là. Si nous nous laissons complètement bombarder en permanence par des milliers d'indignations, par des milliers d'émotions, par des centaines de sujets qui changent constamment, avec simplement des rengaines qui reviennent, 10, 20, 30, 50, 80 000 morts en Iran. La source, on ne la connaît pas. Des gens dont on vous raconte le calvaire, alors évidemment dont les mollahs ensuite ont à cœur de vous les montrer vivants, devant une caméra de télévision, racontant qu'ils sont allés aux manifestations, mais qu'ils ont survécu. Et mais les caméras de télévision qui montrent ces survivants, on les voit sur les réseaux sociaux. On reprend le lendemain, 80 000 morts, dit un consultant d'LCI, mais c'est très sous-évalué. On ne connaît pas la réalité, ça n'a pas d'importance, c'est une rengaine. En dehors de la rengaine, on vous change les sujets d'indignation. Et avec l'affaire Epstein, on a un grand sujet d'indignation formidable. Pédocriminalité dans le monde entier, un réseau mondial, les enfants victimes. Qu'est-ce que vous voulez de plus boule d'hume? Oui, parce que ce qui fait les programmes de télévision, c'est le boule d'hume. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est le boule d'hume, c'est la séquence bouleversante d'humanité qui va attirer le regard, l'attention du téléspectateur et préparer le cerveau au spot publicitaire qui arrive après. Bah oui, parce que c'est aussi la fonction de ces chaînes meubler entre les spots publicitaires qui sont le cœur de leur activité. Donc, on va chercher du gros boule d'hume, c'est-à-dire des choses très bouleversantes d'humanité, et on va ainsi essayer de cacher la réalité. Par exemple, sur l'affaire Epstein, qu'est-ce qui nous apprend quelque chose? Que des puissants fassent des horreurs. Mais vous savez, Bernard de Mandeville, qui est mort en 1733, c'est donc pas la semaine dernière, expliquait déjà que il était important que les vices privés des puissants fassent leur vertu publique. La fraude, le luxe, la vanité subsistent, si nous voulons, en percevoir les doux fruits, et, expliquait-il globalement, si nous voulons qu'ensuite il y ait une redistribution, c'est-à-dire un ruissellement. Donc, il faut que les puissants baignent dans le crime pour qu'il puisse y avoir ensuite un ruissellement de tout ce qu'ils auront ramassé dans le crime. Il est mort en 1733. Donc, vous voyez que sur cette affaire-là, sur cet aspect-là, l'affaire Epstein, elle ne nous apprend rien de rien. Rien du tout. En revanche, il y a un autre domaine où l'affaire Epstein nous apprend quelque chose. C'est que jamais, jusqu'ici, dans l'histoire du monde, il n'y avait eu une telle coordination systématique entre des puissants financiers, politiques, qui ont été élus par des électeurs sur un programme, qui ont été nommés comme des hauts fonctionnaires à la manière de Madame Ursula von der Leyen, qui n'était élue jamais par personne, et les puissants financièrement, les puissants politiquement, les puissants administrativement, et tous ces gens-là se coordonnent pour décider ensemble de faire des choses qu'ils n'ont jamais racontées à leurs électeurs, sur lesquels ils ne leur ont pas demandé leur avis, qui vont à l'encontre de leurs intérêts, et dont il s'agit d'organiser cela internationalement pour arriver à détruire les nations, détruire les démocraties, détruire les systèmes de contrôle qui auraient permis d'empêcher cela. Ça n'a jamais existé à l'échelle de la planète. Les balais roses, les balais bleus, vous voyez ce qu'il dit alors qu'il est mort en 1733. Jamais rien n'a été écrit sur quelque chose de ce type, parce que ça, c'est entièrement nouveau. D'abord, la politique mondialiste réalisée à l'échelle des dirigeants d'un certain nombre de grandes puissances mondiales,
ça n'a jamais existé. Cette centralisation à travers des moments comme Davos, Bilderberg et quelques autres pour réfléchir ensemble avec toutes sortes de moyens matériels, d'organismes, d'intelligence rassemblés, de moyens financiers mis dans ce domaine pour faire cela à l'encontre des peuples, des nations, des familles, de tout ce qui a formé jusqu'ici l'humanité, ça ne s'est pas réalisé, ça ne s'est pas fait. Là, il y a une vraie innovation. Mais tout ça, c'est écrabouillé derrière l'idée qu'il y a des centaines de femmes et des centaines d'enfants qui ont pu être violés. Bien sûr, c'est très grave, mais vous savez, il meurt 2000 personnes en France tous les jours. Donc, on vous a dit, quand on voulait vous entraîner à une obéissance absolue à des consignes absurdes et parfois toxiques, 350 morts du Covid aujourd'hui, 320, 370, 400. On pourrait vous dire en ce moment la même chose sur la grippe, mais il se trouve qu'on n'a pas de produit à vous proposer, donc on vous fait Epstein, avec les victimes d'Epstein. Mais la réalité, c'est que la réalité du monde, elle offre un panel tellement immense d'horreur, d'indignation, de scandale et d'émotions qu'il suffit de les trier pour vous emmener où l'on veut vous emmener. Et sur l'affaire Epstein, on voit que le système médiatique est très rodé pour faire ça. Alors, il y a quelques puissants pas très malins qui disent, on va dire que c'est Poutine. Bon, ben, cela, c'est vraiment les bas du front, hein. Parce que ça, bon, personne ne le croit plus maintenant. Depuis qu'il a fait les puces de lit, on sait bien que Poutine a les 8 cancers qui le rongent et qu'il est déjà mort. Et donc, dans cette affaire-là, il y a 2 façons de regarder. Une façon qui essaie de prendre un peu de hauteur et qui voit cette novation extraordinaire et qui justifie qu'on renvoie tous les gouvernants qui y ont participé dans tous les pays du monde. Hein, et là, tous ceux qui apparaissent y ont participé à leur manière. Et puis, il y a à côté une affaire crapuleuse qui, de toute façon, comme vous dit Emmanuel Macron, c'est l'affaire des juges. Laissons travailler les juges. Aux États-Unis, en France, ailleurs, partout où il faudra juger des personnes qui ont commis des crimes, eh bien, les juges sont là pour juger. Il a raison d'un certain point de vue. Pour les crimes, les juges sont là pour juger. Mais pour les crimes politiques, c'est le citoyen qui juge. Et c'est lui qu'il faut alerter. Parce que tant qu'on reste dans une affaire qui est crapuleuse, eh bien, le dernier mot revient au juge. Alors que lorsqu'on est dans une affaire qui est politique, le dernier mot revient à l'électeur. Vous me direz, l'électeur, il a élu Macron, il l'a réélu. Oui, mais il peut aussi évoluer, il peut aussi comprendre, malgré toute l'organisation qu'il y a pour liquider sa capacité d'esprit critique, il peut, malgré tout, en garder un peu.